Toujours très impressionné par le lien qu'on arrive à faire entre une recherche académique profonde et des propositions de policy. Et c'est un régulateur de marché, c'est une préoccupation. Nous aussi, on a une équipe de chercheurs. Et arriver à faire en sorte que la recherche soit orientée vers des propositions concrètes, opérationnelles, c'est un challenge qui n'est pas simple. Par la construction même de la recherche académique, mais aussi par des questions de temporalité, je trouve qu'ils sont très difficiles à réconcilier. Le temps de la recherche académique est en réalité assez peu adapté au temps de la réponse politique que l'on doit apporter à un certain nombre de questions. Donc pour ça, comme vous avez réussi cette réconciliation en certaines parties, je voulais vous le dire. En plus, je trouve que le rapport est à la fois très complet, n'a pas de tabou, pose des questions justement avec une indépendance qui évidemment nous interpelle, parce que évidemment on n'est pas d'accord avec tout, hein, je peux tout de suite vous le dire. Mais voilà, il y a cette fraîcheur, voilà, peut-être même cette naïveté un peu, mais qui finalement nous fait avancer beaucoup. Donc merci pour ça. Nous, du côté de l'AMF, quand on pense à l'union des marchés de capitaux, on a une attitude qui est volontairement très pragmatique, c'est-à-dire dire voilà, où sont les défis pour qu'il y ait plus de financement pour les entreprises. Et votre rapport, en réalité, il se situe effectivement un peu dans la tension dont Pierre a parlé, il y a la question du marché unique, comment doit-on aller plus avant vers le marché unique, qui est une question, et puis il y a la question du financement de l'économie. Alors évidemment, il y a un lien, plus d'intégration, c'est probablement un meilleur bassin, etc., et plus de financement de l'économie, mais pas nécessairement. Je pense qu'il y a aussi des questions qu'il faut se poser, qui n'ont pas forcément trait à la question de l'intégration, du niveau d'intégration, du marché lui-même, car finalement, moi je considère que tous les efforts qui ont été faits ces dernières années montrent qu'on a un marché relativement bien intégré, en tout cas sur le plan réglementaire. En revanche, là où on n'a pas d'intégration, c'est qu'on n'a pas... Enfin, on a un marché unique, mais on n'a pas d'investisseur unique. Et alors il y a un slide, moi, qui m'a beaucoup intéressé, vous êtes passé très vite dessus, c'est la différence d'épargne entre les différents pays. Et pour nous, c'est un point extrêmement important en matière de commercialisation de produits d'épargne, de protection des investisseurs, qui est un peu notre ADN, à nous, à l'AMF, de voir que, en réalité, nos investisseurs, dans tous les pays européens, sont très différents les uns des autres, et méritent donc peut-être une protection qui ne peut pas être complètement intégrée. Quand on voit qu'un Chypriote, 75% des Chypriotes sont propriétaires de leur logement, donc avec un investissement immobilier fort, c'est moins de 40% en Allemagne, c'est 50% en France, la répartition de l'épargne est extrêmement différente, et donc ça entraîne des comportements qui sont différents, et peut-être du coup des politiques, des régulations qui sont différentes. Nous, du coup, pour nous, l'union des marchés de capitaux, c'est un peu ce sujet plutôt de la transformation de l'épargne vers le financement de l'économie, vers le financement de l'infrastructure, vers les financements de long terme. C'est ça le nœud, plutôt que comment faire pour finalement unifier complètement, avoir un espèce de beau modèle théorique de régime complètement unifié. Alors, ayant dit ça, il y a beaucoup de choses dans le rapport sur lesquelles je pense qui sont des propositions d'unification sur lesquelles on est complètement en accord. Je pense essentiellement sur le sujet du price discovery. Lorsque l'AMF a répondu aux différents appels d'offres, etc., consultations, pardon, sur l'union des marchés de capitaux, il y a un élément qu'on a beaucoup mis en avant, c'est la nécessité d'avoir une harmonisation des standards d'information, une harmonisation des registres d'information, et même donner à l'ESMA une compétence spécifique en matière de mise en place d'infrastructures permettant de récolter les nombreux reportings que les différentes réglementations européennes ont mis en place. Bon. Et ça, pour nous, alors c'est à la fois un sujet purement de régulation, c'est-à-dire un lieu unique où l'information se trouve, c'est un sujet de régulation et de politique, c'est aussi un sujet pratique, opérationnel et financier. Hein. C'est beaucoup plus simple d'avoir plusieurs autorités de tutelle qui vont se cotiser pour avoir un régime unique, un système informatique unique, plutôt que d'avoir 28 États qui vont chacun construire leur leur système informatique qui est de toute façon coûteux, etc. Bon. Sur ces sujets, j'allais dire
de registre unique sur cette idée d'avoir un Edgar à la française confié à l'ESMA, un point où les choses peuvent se comparer. Je pense que c'est vraiment important. La standardisation de l'information, c'est important. Ça ne préjuge pas de la question du contenu et de la qualité de l'information. Moi, c'est toujours un élément, et peut-être que dans votre rapport, on pousse beaucoup pour une standardisation de l'information, ce qui a beaucoup de sens. Mais on peut avoir une information standardisée et de mauvaise qualité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de l'information. Et on reviendra peut-être là-dessus, c'est-à-dire que la supervision de la qualité de l'information, est-ce qu'elle peut être faite à un niveau européen de façon aussi efficace qu'elle est faite aujourd'hui à un niveau national? Je pense que c'est une question qui reste quand même ouverte. Donc j'allais dire sur cette partie price discovery, information, je crois qu'on est globalement très en ligne, et c'est normal puisqu'on est le régulateur de l'information d'une certaine façon. Il y a des éléments sur lesquels on est un peu moins en ligne. Il y a un certain nombre de barrières que vous pointez qui ne nous semblent pas être des vrais enjeux en réalité. Moi, il y en a une sur laquelle évidemment on est très interpellé, c'est celle de la barrière au passeport. Et en particulier sur les fonds d'investissement. Notre point de vue à l'AMF, c'est que le passeport sur les fonds d'investissement, en particulier le passeport UCITS, aujourd'hui avec le passeport sur AIFM, c'est une vraie réussite européenne. Voilà. C'est une vraie réussite européenne. Alors, et heureusement, parce que vous l'avez bien montré, il y a tellement de fonds d'investissement en Europe que heureusement qu'on a un peu de circulation, parce que sinon la fragmentation serait terrible. Aujourd'hui en Europe, on a 74 000 passeports sur les fonds. 74 000 passeports. Alors dire qu'il y a une barrière au passeport et que le passeport ne fonctionne pas, je ne peux pas le comprendre. On a plus de 10 000 fonds qui sont passeportés dans plus de 3 pays. En France, nous avons plus de fonds passeportés étrangers que de fonds français, alors que la France est traditionnellement un très grand pays producteur de fonds, et je dois avouer que nous œuvrons beaucoup à la fragmentation que vous avez mentionnée, parce que dans les 38 000 fonds, bon, il y en a quand même pas mal de Français. Donc pour moi, il y a véritablement une vraie réussite, et donc c'est pas une vraie barrière. Alors on dit oui, mais c'est l'enregistrement finalement qui est long, aller s'enregistrer dans tel ou tel pays c'est compliqué, etc. Et puis c'est cher puisque les régulateurs perçoivent une taxe sur cet enregistrement. Il faut voir de quoi on parle. La taxe moyenne en Europe sur un enregistrement de fonds, c'est 0,0016% de l'actif moyen des fonds. Ce n'est pas une barrière. Enfin, nous, on ne peut pas le croire. La barrière, en réalité, n'est pas sur le passeport, mais c'est, je crois, une autre barrière que vous avez très bien identifiée, c'est la question de la distribution. Car il y a une grande différence entre avoir des produits qui ont obtenu l'autorisation de commercialisation sur un territoire et des produits qui, effectivement, sont activement commercialisés sur ce territoire. Et là, il y a un sujet de distribution, d'architecture ouverte, qui est évidemment pour nous le vrai sujet sur la distribution des fonds. Et là, on peut imaginer d'ailleurs que la digitalisation va peut-être aider quand même à l'architecture ouverte, mais aujourd'hui, l'architecture ouverte, c'est 10% de la distribution des fonds en Europe. Hein. Donc c'est je pense, un vrai sujet. Donc ça, voilà, c'était un point sur lequel je voulais revenir parce qu'il nous est... Alors c'est peut-être un micro-point d'ailleurs de votre rapport, mais dans la perspective du régulateur français, c'est vrai que c'est important. Il y a un autre sujet d'ailleurs qui rejoint celui-là, lorsque ce tableau est très impressionnant, hein, que vous nous avez montré sur le nombre de fonds rapporté au nombre d'actifs entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que effectivement il y a un gap en termes de coût de la gestion en Europe et aux États-Unis? Nous, c'est quelque chose qu'on a eu toujours du mal à objectiver. Il nous a toujours semblé qu'en réalité, la gestion européenne n'était pas si chère, compte tenu même du fait que les fonds sont plus petits. Bon. Mais c'est un élément sur lequel je pense qu'il faut qu'on creuse, parce qu'il y a cette histoire des frais de la gestion, des coûts de la gestion, on sait dans beaucoup d'esprits, et il faut qu'on arrive à avoir des éléments précis là-dessus.
Il y a un autre sujet aussi qui est le sujet lié à l'architecture ouverte, la distribution, mais aussi les règles de commercialisation que vous pointez comme étant un élément. Ben voilà, il y a 28 règles de commercialisation différentes, donc c'est compliqué d'aller distribuer ces produits. C'est là où je vous disais, on n'a pas d'investisseur unique, c'est un petit peu difficile. Nous, on est très favorable à des règles de commercialisation unifiées. On réfléchit même à avoir une définition de la pré-commercialisation. On n'est pas encore dans la commercialisation, mais on est dans l'approche du marché, etc., qui peut être une façon aussi de fluidifier un petit peu la circulation des produits. En revanche, en termes de supervision, nous sommes encore très farouchement accrochés à l'idée d'avoir une supervision locale de la commercialisation. Parce que nos investisseurs ne sont pas les mêmes, et lorsque on voit que sur les produits Forex, options binaires, etc., l'épargne française perdue sur des sites européens intervenant en libre prestation de services, c'est paraît-il entre 3,5 et 4 milliards d'euros, on sait bien qu'il est impossible pour un régulateur placé à l'autre bout de l'Europe, dans des pays peut-être avec des infrastructures moins importantes en termes de supervision, d'aller superviser ce qui se passe dans les 28 ou les 27 autres pays. Donc pour nous, il est important qu'il reste une supervision locale. Et on pense d'ailleurs que pour qu'un investisseur français achète d'acheter un produit d'une autre nationalité, il est important qu'il sache qu'il pourra avoir son régulateur local s'il y a un pépin. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, la supervision locale est un élément de confort et d'amélioration de la circulation des produits en Europe. Je pense aux investisseurs retail, mais je pense aussi aux investisseurs professionnels. Je pense que ça a du sens. Vous savez en plus qu'en France, entre le retail, le vrai retail, vous et moi, et le très professionnel, les compagnies d'assurance, etc., qui évidemment méritent peut-être moins de protection, on a toute une série de petits professionnels ou de petits institutionnels qui, en réalité, ont besoin d'une protection aussi forte que les investisseurs retail.